Salut les gens, première chose, il va y avoir des spoils. Je vous fais la version courte pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film et qui voudraient pas avoir d'éléments d'intrigue. J'ai pas aimé, mais comme j'aimerais essayer de comprendre pourquoi j'ai pas aimé, il va y avoir une forme d'analyse, donc je vais m'aventurer dans le contenu du film, donc il va y avoir des spoilers. Et deuxième chose, oui, j'ai ratiboisé, donc si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas, tant pis, ça repoussera. Je crois que tout a été dit sur cette question fondamentale, si vous le voulez, je vous laisse continuer à en discuter dans les commentaires. Et pour les autres, on va parler cinéma avec Alien Covenant. Ouf. J'ai revu Prometheus récemment pour me remettre dans le bain. Je voulais voir si je serais un peu plus bienveillant sur un second visionnage. Pour vous refaire la version courte, en fait, la première fois Prometheus m'avait énervé, en fait. Je trouvais que c'est un film qui, s'il n'avait pas essayé d'avoir de rapport avec la mythologie alien, aurait pu être un film de science-fiction assez correct et même plutôt sympa, mais que tous les ponts qu'il essayait de dresser avec cette mythologie étaient complètement tirés par les cheveux, maladroits, voire carrément du foutage de gueule. Et là, en le revoyant, j'ai mis ça de côté et je me suis rendu compte que c'était un film tout simplement à tous les niveaux extrêmement mal écrit. Et on sent qu'avec Alien Covenant, Ridley Scott a voulu rebondir sur ses défauts en prenant le contre-pied, justement. Sur certains aspects, ça fonctionne un peu, et sur d'autres, un petit peu moins. Une des premières erreurs de Prometheus, c'était de confondre, j'ai l'impression, personnages hauts en couleur et personnages complètement caricaturaux. Bah voilà, je reprends l'exemple du géologue slash cartographe et ainsi de suite. Ils étaient tous dans une telle caricature qui n'avait aucun sens dans leur comportement. C'était tous une équipe de bras cassés. Il n'y avait aucun sens à ce qu'un scientifique qui a dépensé des sommes telles pour créer cette expédition s'entoure de gens aussi psychologiquement instables pour mener à bien cette mission. Enfin bref, il se loupait complètement à ce niveau-là. Et on sent que sur Alien Covenant, Ridley Scott a essayé d'avoir des personnages bien plus mesurés, un petit peu moins cons, je dis bien un petit peu. Le problème, c'est que ça en fait un cast de personnages complètement insipide. En dehors de Daniels, l'héroïne, en dehors de Tennessee, joué par Danny McBride, et le capitaine dont le nom m'échappe, joué par un Crudup, je n'ai aucun souvenir de tout le cast. Mais vraiment aucun souvenir. Bon, David, je le mets à part, et Walter, je le mets à part. Je me souviens même pas de leur tronche, en fait. Donc, pour l'identification et le fait de ressentir d'empathie pour ces personnages, on pourra repasser. Deuxième truc que Covenant essaie de régler, c'est le déroulé assez fumeux, confus, en fait, de l'intrigue de base et tous les trous de scénario qu'il pouvait y avoir dans Prometheus. Là, avec Covenant, ils essaient d'avoir un déroulé, en tout cas dans la première partie, plus simple et plus clair, ce qui est le cas, ce qui n'empêche pas certaines incohérences. Il y a énormément d'incohérences dans ce film, et même dans certains bons films, des incohérences, ça peut ne pas être forcément un problème, mais là, c'est quand même gavé d'incohérences. Il manque aussi, par exemple, de contexte sur le contexte de cette mission, qui les a envoyés, pourquoi, comment. Ce qui donne pas de poids, en fait, à la décision qu'ils prennent d'aller retrouver, en fait, le message de détresse, au lieu de se réendormir et d'aller sur la planète sur laquelle ils étaient censés aller au départ. Surtout que leur raison de ne pas vouloir se réendormir, c'est « j'ai pas envie de me réendormir ». Juste ça. Mais le principe de la stase, c'est que justement, ils ne sentiront pas le temps passer. Enfin, je comprends pas. C'est pas expliqué, il n'y a pas suffisamment d'éléments de contexte, même jetés rapidement, pour qu'on puisse donner du poids, en fait, à cette décision. Et il y a cette discussion entre le capitaine et Daniels, qui lui dit en substance « mais c'est complètement con d'aller sur cette planète ». Et c'est pas pour ça que ça en fait quelque chose de moins con. C'est quand même très très con. Ridley Scott a aussi voulu faire évoluer sa mise en scène. Sur Prometheus, on avait quelque chose qui était assez esthétisé, très étudié dans les plans, la composition des plans. Il y avait quelque chose qui était assez lancinant dans la manière de filmer tous les sets, notamment qui était d'inspiration Giger. Là, il a voulu avoir une réalisation plus sèche, plus nerveuse. Et ça se sent surtout à certains moments, comme il y a une scène qui est assez réussie, c'est celle de l'apparition des premiers néomorphes, je crois que c'est comme ça qu'ils sont appelés, où il y a une caméra très très nerveuse qui suit caméra à l'épaule tout ce qui est en train de se passer, et là il y a un vrai moment de tension, qui est à peu près le seul moment de tension réussi du film. Pour le reste, c'est un film qui a moins de style évident que Prometheus, je parle juste visuel bien entendu. Il y a juste un plan par exemple qui m'a marqué vraiment dans ce film, c'est quand il y a ce flashback sur la mort des architectes, quand David les détruit en fait, il y a cette espèce de plan de fin du monde en fait, cette espèce de travelling super rapide sur la grande étendue avec la matière noire qui descend du ciel. C'est un plan vraiment qui a du souffle, ça. Et c'est dommage qu'il soit un petit peu charcuté par le montage, parce qu'il aurait pu continuer, il aurait pu créer vraiment une distorsion un petit peu du temps, où le son se serait petit à petit effacé. On aurait pu ressentir en fait tout le souffle et tout ce que signifie en fait ce moment de destruction. Et là, en termes de montage, ils ont... Ah bon, ça a duré 2-3 secondes, c'est bon. Il y a un côté assez automatique, assez factuel dans le montage qui est dommage et qui ne rend pas du tout service à ce genre de scène. Il fut un temps où Ridley Scott avait du style. C'est fou. J'arrive à tracer son style jusqu'à à peu près Gladiator, et après,
j'ai l'impression que 15 ans ont été passés juste à effacer petit à petit tout ce qui faisait sa patte. Alors je comprends qu'il veuille ne pas être un formaliste et être plus caméléon dans ses projets, mais là c'est caméléon au point où n'importe qui d'autre que lui aurait pu faire ce film. Si on m'avait pas dit que c'était Ridley Scott, ça aurait pu être n'importe quel faiseur, plutôt doué, plutôt bon technicien, mais n'importe quel faiseur. Le lore et la mythologie de tout cet univers sont aussi beaucoup plus assumés que dans Prometheus, où Scott nous les avait râpés menus en disant « Non, c'est pas une préquelle d'Alien ». Que oui, c'est pas une préquelle d'Alien, donc il y avait une manière pas du tout assumée de traiter son sujet. Là, il l'assume totalement comme une préquelle d'Alien. Après, personnellement, encore une fois, la naissance du xénomorphe et tout ce qui est le concept même de Prometheus et Alien Covenant, je m'en contrefous, en fait. Je n'avais rien à faire de savoir quelle était cette origine. Mais bon, puisqu'on y est, allons-y pour l'origine des xénomorphes. Et là, il y a un côté beaucoup plus jeu de piste qui peut être intéressant. Je crois que j'ai eu plus de plaisir en fait à aller voir ensuite les débats qui tournent autour de comment sont nés les œufs, l'effet du produit noir et tout ça sur les différents organismes. J'ai eu plus de plaisir à aller voir les différentes théories qui circulaient sur le net à ce propos que de voir le film en fait. Donc il y a quand même quelques clés intéressantes sur la manière de disséminer la mythologie, même si elle est toute pétée à certains endroits. La première demi-heure m'avait donné espoir, le film prenait son temps vraiment pour poser son histoire, poser son ambiance. Et après, en fait, je suis sorti du film en ayant la sensation d'un vide abyssal, un vide thématique, un vide de ce qui se passe, un vide technique, un vide narratif, un vide complet, et dire à quoi bon tout ça pour ça. Et les heures qui ont suivi, la journée qui a suivi, je me suis dit, non, en fait, ce film m'a travaillé, et en fait, il y a énormément de thématiques super intéressantes dans ce film, et c'est ça en fait qui m'a frustré et énervé, c'est qu'elles sont cinématographiquement super maltraitées. C'est un film qui tourne autour de la notion de création, mais pas forcément la création divine, la création tout court, même la pulsion de création humaine pour donner du sens à ce qui nous entoure. Et je trouve ça vraiment cool dans l'idée, en fait, que toute la question qui était de savoir dans Prometheus qui sont nos créateurs, pourquoi ils nous ont créés, et surtout après, pourquoi ils veulent nous détruire, et ben que déjà on voyait les indices de ça dans Prometheus, mais là encore plus avec l'arrivée quand on voit la planète des architectes, et ben nos créateurs, c'est des connos comme nous, c'est vraiment des êtres aussi imparfait. Et il y avait tout un relent de délire créationniste que laissait entrevoir Prometheus qui me laissait un goût un petit peu amer. Mais en fait, je trouve qu'Alien Covenant, justement, fait la nique à ça. Et il part sur un délire qui est complètement autre, parce que c'est un film sur à la fois la pulsion de création chez l'être, dans la conscience, mais aussi le crépuscule des idoles, la destruction des idoles, la constitution de certaines, et le fait de globalement détruire Dieu. Et c'est un film qui est nietzschéen à ce niveau-là. N'ayons pas peur des mots, j'ai bien dit nietzschéen, tu m'as entendu? Même la civilisation des architectes est bourrée d'idoles dans tous les sens. Donc il y a une espèce de construction en poupée russe qui finalement fait tout remettre en cause. Et pourquoi les architectes veulent nous tuer? Peut-être parce qu'ils sentaient qu'on représentait petit à petit une menace pour eux, peut-être parce qu'ils se sont sentis mal d'avoir joué à Dieu, justement, qui disait non, en fait, c'est une hérésie, il faut effacer cette création. Ou peut-être tout simplement pour s'amuser. Peut-être qu'ils voulaient nous détruire parce qu'ils pouvaient. Et peut-être qu'ils nous ont créés parce qu'ils pouvaient. Tout comme en fait ce que dit Wayland dans l'intro du film, où quand David lui demande pourquoi il l'a créé, parce qu'il le pouvait, tout simplement. Donc c'est un truc qui est intéressant vraiment dans toutes ces thématiques, c'est l'absence de réponse. Et l'absence de réponse en soi, c'est une réponse, c'est une thématique en soi, l'arbitraire complet de la création. Wayland est terrorisé par le fait, je sais plus si c'est Wayland ou un autre personnage, ou les deux, qui sont terrorisés par le fait que la vie puisse être juste une série de hasards génétiques. Et techniquement, ce que montre le film, et même dans la naissance ensuite du xénomorphe, même s'il y a des expériences de David qui sont un peu plus pensées, tout ça est le résultat d'une myriade de hasards, d'expériences, de virages pris. Tout ça est juste une forme de chaos des circonstances. Et c'est assez ironique qu'en fait, celui qui détruit les architectes, ça soit la création de leur création. C'est très ironique, n'est-ce pas? Et David représente ce besoin humain de création. Mesure que l'androïde devient de plus en plus humain, en fait, il apprend la destruction en même temps qu'il apprend la création, il apprend l'amour avec le personnage de Shaw, en même temps qu'il découvre la haine et le besoin de détruire les architectes et de détruire aussi l'humanité, et au passage il apprend en même temps aussi le narcissisme, avec cette scène qui est ultra trouble quand David embrasse Walter. Donc il apprend de manière à 200% en fait, sans aucun recul, toutes les facettes de l'humain, de la plus créatrice à la plus destructrice. Chaque facette qui n'existe que parce que son pendant opposé existe. Même le génocide des architectes, il prend une forme d'œuvre d'art
perverse, en fait. Il y a une beauté morbide dans ce qui s'est passé, dans ces corps noirs qui sont figés dans le temps, avec ces espèces d'immenses constructions. C'est une œuvre de Giger, on pourrait dire. Et le fait qu'on retrouve aussi les croquis de Giger là où habite David, il y a toute une mise en abîme aussi sur le fait que David, c'est Giger, d'une certaine manière. Dans cette volonté aussi de créer le xénomorphe, cette volonté de créer quelque chose, une forme d'art parfaite. Et on ne sait pas pourquoi vraiment il la considère comme parfaite, cette forme. Mais peut-être qu'elle est tout simplement parfaite pour lui, parce qu'elle correspond à sa vision, aussi bizarroïde soit-elle, à cette pulsion à la fois de création du truc, mais de destruction de l'humanité, des architectes, de ce qu'ils représentent comme quelque chose qui mérite d'être détruit. Donc il y a toutes ces questions qui sont à la base super intéressantes, vraiment. Mais qui sont traitées avec le cul, bon Dieu. Il suffit pas en fait d'avoir une note d'intention dans un film. Il faut transformer les symboles et les thématiques en quelque chose qui relève de l'émotion. Il faut les ancrer dans le bide. Il ne faut pas que ça parle uniquement à la tête après coup. Il faut que ça parle aussi aux tripes. Et quand on développe quelque chose d'aussi métaphysique, c'est typiquement le genre de truc qui doit parler aux tripes. David, finalement, pourquoi il veut détruire l'humanité? Pourquoi il veut détruire les architectes? On sait pas trop. Peut-être qu'il ment sur certains trucs, peut-être que c'est un désir de vengeance parce que juste il y en a un qui lui a mis une calotte à la fin de Prometheus, peut-être que c'est parce qu'il a des daddy issues avec Wayland et que par écho il veut juste buter tout le monde. On sait pas trop, mais à aucun moment il y a un vertige autour de cette raison. Il pourrait y avoir un truc laissé vraiment au détour d'un échange avec un personnage, un frisson d'incertitude. Peut-être qu'il pourrait laisser deviner le « Pourquoi est-ce que tu veux les tuer ?» Pourquoi pas? Parce que je peux, peut-être. Je peux créer, je peux détruire. Et à aucun moment on effleure vraiment ce qui fait froid dans le dos, en fait, parce qu'on voudrait toujours rationaliser en donnant des mobiles à tel ou tel personnage, à telle ou telle action. Mais il n'y en a pas toujours, en fait. C'est ça l'arbitrage du truc. Et mettre le doigt sur le vertige de cette absence de mobile, ça serait absolument génial. Je prends le passage où David emmène le capitaine vers les œufs. D'ailleurs, scène un petit peu conne. Oui, regarde par-dessus l'œuf. Regarde, c'est magnifique. Ah bah tiens, oui, je vais regarder. Bon, passons. Il y avait un truc symboliquement super intéressant. Il y a l'homme de foi, d'un côté, et de l'autre, il y a l'autoproclamé Dieu qui a tué Dieu. Et ça pourrait donner lieu à des échanges métaphysiques incroyables. Je dis pas de partir dans une thèse, forcément, mais il pourrait y avoir quelque chose du vertige, justement, de questionner les intentions des uns, des autres. Le capitaine pourrait lui demander pourquoi il estime que ce qu'il est en train de créer, il a cette vision d'une créature parfaite. Pourquoi? Et qu'il pourrait y avoir à ce moment-là David qui dit pourquoi pas, avec un air froid et glaçant. Mais non, en fait, il pourrait avoir amené n'importe quel personnage vers les œufs, vers les facehuggers pour ensuite créer le xénomorphe, ça pourrait être exactement la même chose. Donc voilà, un contenu thématique qui n'est pas exploité, pas converti en émotion ou en vertige. Aussi, quand David tue les architectes, la scène, symboliquement, au niveau du jeu de Fassbender, au niveau de plein de choses, le pose comme un dieu autoproclamé qui peut semer la destruction en récitant des vers et de la littérature. Il pourrait y avoir à ce moment-là un regard trouble de David quand il comprend en fait que c'est ça nos dieux, c'est ça leur dieu. Il pourrait y avoir un petit moment de dépit sur son visage, un petit moment de tout ça pour ça, à quoi bon? C'est ce que je me suis dit par rapport au film d'ailleurs. Il pourrait y avoir ce genre de petits moments, ça demande pas grand-chose, ça demande pas une écriture incroyable, ça demande juste des petits décrochages du film qui vont donner une autre saveur à certains moments ou à différents niveaux de lecture. Il pourrait y avoir des moments, je sais pas, de montage croisé, par exemple, entre Shaw, le personnage de Shaw, puisque David en est tombé amoureux, c'est ce qu'il dit en tout cas, entre le moment où il embrasse Walter, aussi mettre en parallèle en fait les éléments opposés dans sa démarche, le moment où il crée, par exemple, le xénomorphe ou d'autres choses, le moment où il a détruit les architectes, il pourrait y avoir une sorte de montage croisé qui mettrait en fait ces différentes facettes en corrélation, tout simplement, ce qui nous ferait plus ressentir le fait que c'est pas une caricature de super vilain qui fait mais je vais vous détruire maintenant parce que ça m'a pris comme une envie de pisser. Non, c'est pas ce personnage du tout. David n'est pas un méchant, au sens où il fait pas ça par pure cruauté. Il fait ça parce il a complètement dépassé les notions de bien et de mal. Et on revient sur du Nietzsche, bon Dieu. Donc, selon certaines visions, ça peut être un super vilain, mais il est traité dans le film comme une caricature de super vilain, justement parce que toute la complexité de ses émotions et de toutes ses mobiles, ou de son absence de mobile, n'est pas représentée. Donc on a affaire à quelqu'un qui bute parce que... c'est tout. Et c'est ça le grand souci, en fait, d'un film qui se veut aussi thématiquement riche, mais qui est incapable d'en sortir filmiquement quelque chose. En fait, c'est le problème, c'est que on a
pas un film par rapport à cette thématique, on a juste une note d'intention froide, basique, factuelle. Et résultat des courses, ça donne un film qui est déséquilibré, parce que autant il est incapable de développer ces thématiques qui, elles, sont riches et intéressantes, autant narrativement, il se sent obligé de tout surexpliquer à balle. Sincèrement, à la fin, quand Daniel se rend compte que c'est David qui lui fait face au moment où il est en train de s'endormir, il y avait vraiment besoin qu'elle dise « David ! On a tous compris que c'est David !» C'est terrible, mais juste, c'est prendre les gens pour des cons. À la fois leur montrer qu'au loin, il y a une possibilité de choses vraiment philosophiquement et métaphysiquement folles, et narrativement dire « Alors du coup, on t'a pas compris que c'était David ?» Quand même, faut pas déconner. D'ailleurs, j'ai parlé du prologue un petit peu avant, qui était que Warner a mis sur YouTube, où on voit en fait Shaw et David faire leur voyage jusqu'à la planète des architectes, et on voit des éléments du prologue dans le film. Mais pourquoi ils ont pas mis tout le prologue ? Ça allait pas nuire au rythme du film, il dure juste à peu près 2 minutes, quitte à accélérer un peu les scènes dans le vaisseau avec Shaw. Je sais pas, peut-être que contractuellement, Noomi Rapace n'était pas censé apparaître dans Alien Covenant, donc il y a eu une espèce d'histoire de ce type. Là, je comprendrai à peu près, mais si c'est un pur choix artistique, je comprends absolument pas. Je me suis demandé, en voyant cette scène, si j'avais pas vu le prologue sur YouTube avant, si je l'aurais pas trouvé assez rushé. Parce qu'elle est assez rushée. On a terminé Prometheus, ils étaient en train de se barrer de la planète. Et là, d'un seul coup, on a un flashback où ils sont direct sur la planète des ingénieurs, et bim, 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 il y a David qui envoie ses grosses citernes de liquide noir. Ok, d'accord, j'imagine qu'ils y sont allés, qu'ils n'ont pas eu de souci à y aller. Donc, quitte à faire de l'exposition avec le personnage de David, en plus maladroitement, parce que quand il arrive déguisé en Jedi avec les cheveux longs qui coupent au bout de 2 minutes, et ensuite il fait vraiment une exposition en mode je sors le tableau, alors chers spectateurs, voici ce qui s'est passé. C'est extrêmement maladroit cette scène, et c'est dommage, parce que tout le début du film, justement, l'a joué progressif, plus subtil, et là, d'un seul coup, on est en mode « Oh putain, on a tellement de trucs à rattraper, bon, c'est bon, je sors les anti-sèches. » Quoique j'oubliais, si, en termes de décrochage, où là, on sent un petit peu le souffle de ce qui est en train de se passer, la première scène du film est jolie, avec Welland, et il y a la scène, le plan séquence, en fait, où David et Walter se font face, et où David apprend à Walter à jouer de la flûte. Où là, il y a quelque chose vraiment sensoriellement qui se passe dans la transmission du processus de création, dans le trouble qu'instille David dans l'esprit de Walter. Là, il y avait quelque chose qui relevait d'un début de bon traitement filmique, c'est-à-dire émotionnel, de ces thématiques. Mais c'est tout. Et comme le film donne beaucoup de place à un truc qu'il n'arrive pas à traiter correctement, et ben tout le reste des aspects du film en pâtit. Tout l'aspect action-aventure, science-fiction et surtout la peur. On est dans un putain d'alien quand même. La peur et la construction de la tension, ça doit être au centre d'un alien. C'est un petit peu le principe, même si on part sur des considérations métaphysiques. Et là, en dehors de la scène que j'ai mentionnée, de la première naissance des néomorphes, là, il y a un truc qui se passe vraiment très nerveux. Pour le reste, il n'y a aucune construction de la tension, du mystère. Bien entendu, à quelques très rares plans près, le xénomorphe est devenu une créature numérique lambda. Apparemment, à un certain moment, il est incarné par un acteur, j'ai même pas fait gaffe, tellement ça devait être ultra cuté dans un gros plan, et pour le reste, on a juste une espèce de créature numérique qui saute de partout en pleine lumière. Il n'y a pas de construction de clair-obscur, de menaces, de trucs, est-ce qui se cache, est-ce qui se cache pas. Il n'y a rien, en tout cas, qui dépasse à peu près 10 secondes. Ce qui fait que toutes les scènes d'action ou de tension qui sont censées en découler, il y a tellement rien qui mène en termes vraiment de tension viscérale que, forcément, on attend juste que ça se passe. Putain, plus j'en parle et plus j'ai presque envie de le revoir de manière morbide, quoi. Si, j'ai une bonne surprise, le fait que ce soit le personnage de Danny McBride, qui soit un des 2 personnages qui survit, Tennessee. Dans n'importe quel autre film, c'est le mec qui aura dégagé au bout de 20 minutes, parce que c'est la grande gueule un petit peu excentrique, un peu marrante. Non, là, c'est le mec qui survit. Ça, j'ai trouvé ça cool, parce que j'aime bien Danny McBride aussi. Mais voilà, globalement, c'est un tel gâchis, en fait, un tel gâchis de bonnes choses, un tel gâchis artistique, d'une bonne direction artistique. Il y a sûrement des départements créatifs qui sont super talentueux derrière, qui font un super boulot. C'est un gâchis en termes de thématique aussi, Voilà. Qu'est-ce qui faisait que le premier Alien fonctionnait aussi bien? Qu'on pouvait s'attacher autant aux personnages? Il n'y avait pas que leur charisme, parce que bien entendu, Sigourney Weaver avait beaucoup plus de charisme que le personnage de Daniel, mais il n'y avait pas que ça, il y avait une manière un petit peu resserrée de traiter son propos, d'aller droit au but, avec des idées claires, de s'y tenir, et de pas essayer de tout surexpliquer, un grand mal de notre temps. Bon, c'est pas le plus grand mal de notre temps, il y a des trucs un peu plus importants, mais... Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo, qui sera sûrement un 3 films à découvrir, et voilà, à très vite.